j'ai l'honneur de vous introduire le professeur François Bricaire, qui était le chef des services des maladies infectieuses dans l'hôpital Pitié-Salpêtrière de Paris. Il travaille beaucoup sur le VIH, non seulement dans la clinique, mais aussi recherche fondamentale, et qui a des publications très importantes. Merci, Madame la Présidente. Je vais présenter un exposé sur la stratégie vaccinale que devait présenter le professeur Pierre Béguet, qui n'a pas pu se déplacer, qui le regrette beaucoup et qui vous présente toutes ses excuses. Il a préparé le diaporama que je vais essayer de présenter sans, j'espère, trahir sa pensée. Quand on parle de stratégie vaccinale, un premier point est d'abord de savoir exactement de quoi on parle, car sous le terme de stratégie peuvent se placer un certain nombre de concepts que vous voyez affichés ici, qui vont de la nécessité de faire et de découvrir un vaccin, de conduire une politique vaccinale, de s'intéresser aux problèmes que peuvent poser un certain nombre de pathologies infectieuses, de considérer l'épidémiologie, les différents risques, en particulier en fonction de l'âge, de considérer, j'en dirais un mot, des hésitations d'un certain nombre de personnes vis-à-vis de la vaccination, ce qui est déjà un problème un peu regrettable, tout en abordant aussi des considérations en matière industrielle au niveau des pays soit riches, soit développés, et donc des stratégies un petit peu différentes. On peut rappeler, bien évidemment, que le premier objectif de la vaccination, c'est d'assurer une protection des populations vis-à-vis d'un certain nombre de maladies infectieuses, et que la vaccination est le meilleur moyen et le meilleur outil pour la prévention de ces maladies infectieuses, qu'elles peuvent protéger d'une part l'individu lui-même, donc d'assurer une protection individuelle, mais aussi d'assurer une protection de la population, et que cet ensemble de protection qu'on appelle la protection de groupe ou de troupeau est un élément fondamental quand on explique et qu'on prend en considération la stratégie vis-à-vis de la vaccination. Bon, ces bénéfices, on pourrait en donner de multiples exemples. Il est redit ici l'importance de l'éradication qu'a pu être la variole grâce à la vaccination, et le retrait qui devrait pouvoir aboutir là aussi à une éradication avec la poliomyélite. En fait, quand on parle des objectifs de la vaccination, il y a trois possibilités essentielles, une quatrième un petit peu différente et accessoire. Le premier concept, c'est d'essayer de contrôler une maladie infectieuse, donc en termes d'incidence, de prévalence, de morbidité et de mortalité, la réduction qui impose, au-delà des efforts de vaccination, de pouvoir continuer régulièrement les mesures de prévention si on ne veut pas assister à une reprise et un rebond de ces maladies. Deuxième possibilité, ce qui est déjà encore un petit peu mieux, c'est l'élimination d'un phénomène infectieux avec une réduction et une abolition de la transmission, en général dans des aires géographiques déterminées, là où le risque est le plus important, avec là encore, au-delà des efforts de vaccination, la nécessité de continuer à assurer une prévention active pour éviter la réapparition du phénomène infectieux. Le troisième objectif, il est évidemment beaucoup plus ambitieux et plus intéressant, c'est l'éradication. Mais l'éradication est plus difficile, bien sûr, et aboutit normalement à un effet qui va modifier la politique vaccinale. L'extinction, j'en parlerai pas trop, c'est un phénomène un petit peu différent sur des nouveaux agents. Alors la question qui se pose en fait est souvent de savoir si on peut éradiquer toutes les maladies infectieuses. C'est un objectif ambitieux qu'on aimerait bien voir se réaliser, mais qui est impossible.
Il est impossible en particulier parce que toutes les maladies infectieuses qui comportent un réservoir animal sont quasiment inatteignables en matière d'extinction. Seules les maladies infectieuses où il n'y a pas de réservoir animal, c'était le cas de la variole, c'est le cas de la poliomyélite, sont susceptibles d'être éradiquées. Donc déjà, si on élimine un certain nombre de problèmes infectieux, et on peut le faire avec les vaccinations dont on a actuellement disposition, c'est-à-dire la rougeole, la rubéole, les oreillons, l'hépatite B, et on peut multiplier les exemples qui aboutissent donc à des conseils qui sont fournis par l'Organisation mondiale de la santé et donc des possibilités de contrôle pour un certain nombre d'autres pathogènes comme la diphtérie, comme vous le voyez ici, ou la coqueluche. On peut très rapidement évoquer que nous avons à disposition, et ça va conditionner la façon dont on utilise les vaccins, d'une part des vaccins vivants atténués, des vaccins inactivés, des sous-unités vaccinales ou des recombinants, avec tout un processus de mise en place de ces vaccins, au-delà de la recherche initiale, la nécessité des études d'efficacité, de tolérance, la nécessité de passer devant un certain nombre de commissions de contrôle avant que ce soit réellement approuvé et qu'on puisse mettre à disposition ces vaccins pour les faire rentrer dans un schéma de politique vaccinale. Il y a un progrès très important et qui conditionne les modifications du calendrier vaccinal de façon très positive, c'est les vaccins combinés qui permettent dans une même injection d'avoir plusieurs valences et même maintenant jusqu'à 7 valences et qui permettent donc d'améliorer la compliance de ces vaccinations tout en maintenant une immunisation de très bonne qualité. Et vous avez là ici quelques exemples de ces vaccins liés qui sont largement utilisés dans le monde. Quel est le rationnel qui conduit à choisir d'introduire un vaccin? Alors, bien sûr, il est assez facile sur des maladies particulièrement sévères, avec une mortalité élevée, comme le tétanos, la diphtérie. C'est parfois plus difficile lorsqu'on a à analyser une maladie infectieuse dont les complications sont peut-être moins bien comprises, moins bien évaluées, mais où les risques sont jugés dans une population suffisamment élevée pour qu'on se décide à mettre en place la vaccination. C'est le cas de la rubéole, par exemple, et des problèmes congénitaux chez les femmes enceintes. C'est le cas des méningites à hémophilus. C'est le cas aussi de la coqueluche. En tous les cas, ce qui est important, évidemment, c'est que le vaccin soit non seulement efficace, mais particulièrement bien toléré. Sinon, on a des contestations. Et dans ces vaccins combinés, une facilité d'administration, sans parler des problèmes d'ordre financier en termes d'accessibilité, de remboursement ou non ou partiel de ces vaccinations. Le programme vaccinal repose d'abord sur une volonté des politiques de mettre en place sous la responsabilité des autorités de santé, de mettre en place donc ces vaccins, en sachant qu'on a des vaccins qui sont complètement admis, universels, et dont les diphtéries, tétanos, polio, etc. sont les représentants. Et vous voyez que la liste qui est ici présente va assez loin, où on aimerait bien, en particulier en France, qu'au-delà de ce qui est marqué, méningocoque, pneumocoque, rubéole, etc., la vaccination contre le papillomavirus vienne aussi dans la liste. Et puis, on doit considérer certains vaccins comme devant être plus spécifiquement orientés soit vers les enfants, soit vers les adolescents, ou les adultes et les personnes âgées maintenant qu'on cherche à vacciner de façon la plus efficace possible. Et puis, il y a des cas plus spécifiques et sur lesquels il faut insister parce que ce sont des terrains qui sont potentiellement plus fragiles, comme les nouveau-nés,
les malades immunodéprimés, il y en a bien sûr de plus en plus, les femmes enceintes, et puis il y a le cas un peu particulier, mais qui se développe de plus en plus, et c'est une bonne chose, des voyageurs. Et puis il y a cette discussion sur le caractère obligatoire ou non de ces vaccins. C'est un sujet qui en France est très débattu, en sachant que lorsqu'on recommande simplement des vaccins, on aboutit parfois à une insuffisance de cette vaccination. Toujours dans cette stratégie, on doit discuter la gestion, la réalisation pratique. Je vais aller assez vite avec une primo-vaccination qui est souvent nécessaire avec plusieurs injections pour les vaccins qui sont des vaccins non vivants, donc comme les anatoxines ou les vaccins tués. La nécessité de revaccination pour obtenir une meilleure réponse immunitaire, et le tout ayant pour objectif d'avoir une couverture vaccinale suffisamment large pour que justement on protège non seulement l'individu, mais l'ensemble de la population, ou tout au moins la majorité de la population. Ce qui veut dire qu'il faut une surveillance de cette vaccination et de la réalisation de cette vaccination, tant au point de vue couverture qu'au point de vue tolérance, et éventuellement, et ça sera de plus en plus important, les changements épidémiologiques qu'on peut constater du fait de la vaccination et donc de la modification des germes qui peuvent circuler dans la nature. Quelques exemples rapidement. Vous le voyez chez les enfants, la nécessité de très largement vacciner, car en général, ils ont la capacité de répondre très positivement aux injections vaccinales avec une bonne réponse immunitaire. Des nouveau-nés avec certains vaccins qui leur est plus spécifiquement destinés. Et puis des questions comme la nécessité éventuellement et on le fait maintenant, de protéger non seulement les filles, mais également les garçons contre la rubéole. Et puis, là encore, on va retrouver avec l'HPV le positionnement de cette vaccination et la discussion dans certains pays sur la justification de vacciner les garçons, ce que la France ne fait hélas pas encore. J'espère que ça évoluera. Alors, comme exemple, il vous est montré au point de vue stratégique la nécessité d'adapter. C'est l'exemple de la vaccination rougeole, où 2 injections sont nécessaires, avec une deuxième qui est en particulier nécessaire parce que quelques personnes, un petit contingent, 5%, mais ne répond pas forcément correctement à la première injection. Et en tout cas, c'est d'autant plus important qu'il est essentiel que la couverture vaccinale soit très élevée si on veut éviter des survenues d'épidémies. On a vu qu'en France et en Europe, on avait une couverture insuffisante, raison pour laquelle un phénomène épidémique est apparu il y a quelques années, et on a encore de la rougeole en France, en dépit de la volonté de vacciner le maximum de personnes. Alors c'est vrai, l'insuffisance de la couverture vaccinale, c'est non seulement des personnes non protégées, mais c'est la circulation de l'agent infectieux qui va se faire dans différentes régions et une modification de l'épidémiologie au niveau d'un certain nombre de populations. Alors, j'évoquais tout à l'heure le problème des réserves qu'avaient un certain nombre de personnes sur la vaccination. C'est quelque chose qui ne fait qu'augmenter dans nos pays où les facilités vaccinales sont offertes et où la contestation vis-à-vis de la science, et en particulier de la science de la vaccination, ne fait que croître et embellir. Ce qui fait que les autorités internationales sont obligées de lancer des appels pour essayer de réduire ces réticences vis-à-vis de la vaccination, pour essayer de rétablir une confiance plus grande et d'assurer une communication suffisamment de qualité pour diminuer cette résistance. Effectivement, on assiste à un certain nombre d'arguments qui nous sont donnés pour
justifier ces hésitations que, c'est sûr, les maladies contre lesquelles la vaccination se bat aboutit au fait que les gens ignorent complètement ce que sont ces maladies. Personne ne se souvient de la diphtérie, du tétanos et même de la poliomyélite. On entend même des médecins dire que le tétanos n'existe plus, ce qui est quand même très inquiétant. Les risques de la vaccination qui, évidemment, maintenant sont supposés supplanter ceux de la maladie, donc la crainte de ces effets indésirables qui sont mis en avant, et en particulier cette crainte de maladies auto-immunes dont la démonstration n'est absolument pas faite, mais qui est régulièrement relatée. La discussion sur l'intérêt de vacciner au point de vue collectivité, l'individualisme l'emportant sur l'intérêt collectif. Donc tout ceci aboutit à un certain nombre de pertes de confiance qui est aggravée par la perte de confiance aussi dans les experts, la suspicion sur l'industrie pharmaceutique qui ne serait là que pour gagner de l'argent, et les tristes effets d'Internet qui donnent des informations le plus souvent erronées, mais qui sont suffisamment marquantes pour que les gens les retiennent, et donc une diminution dans la culture scientifique au profit de la pure affirmation empirique. Alors, y a-t-il des solutions? Très rapidement, il y a toujours des solutions, mais il est assez difficile de les mettre en place dans cette volonté stratégique d'améliorer les choses. Alors, améliorer la communication en étant le plus clair possible et en valorisant le bénéfice-risque, mais en l'expliquant. Une meilleure information, et en particulier des professionnels de santé, lorsqu'on constate que beaucoup d'entre eux doutent de l'efficacité et de l'intérêt de la vaccination, d'augmenter la formation, même en infectiologie et en épidémiologie. C'est aussi au niveau de l'école que sans doute il faut agir en éduquant les enfants pour, au-delà d'un certain nombre de problèmes de santé, leur faire, dans le cadre d'une instruction civique, des informations et une formation sur la vaccination. Essayer de lutter contre les messages Internet, de lutter contre les mauvais messages donnés par certains médias, bref, un certain nombre d'éléments sur lesquels il est certes difficile d'agir. Quoi qu'il en soit, c'est au niveau des politiques qu'il est essentiel aussi d'agir, donc à un haut niveau, et donc de considérer l'obligation de l'immunité comme nécessaire lorsque la couverture vaccinale devient insuffisante. Et je terminerai par là en disant que nous avons peut-être là, en France, actuellement la chance d'avoir une ministre qui a le courage de prendre ça à bras-le-corps pour vouloir imposer l'obligation sur au moins 11 valences vaccinales. Je vous remercie.